Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire d'un outil. Un outil parmi les plus influents du monde numérique, et pourtant quasi invisible. Alors quel pourrait bien être le lien entre l'intelligence artificielle, GitHub, et une bête liste de courses? Eh bien la réponse, c'est un format de texte. Oui, un simple format, mais un format si simple et si présent partout qu'il est devenu, en quelque sorte, le langage secret d'Internet. C'est un format invisible. Qui est construit sur toutes simples touches de clavier. Et qui, mine de rien, fait tourner une bonne partie du monde numérique. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Ce fameux langage, c'est le Markdown. Il a été créé en 2004 par un blogueur, John Gruber, et c'est un langage de balisage qu'on dit léger. Son but, il a été conçu pour une seule et unique chose, la simplicité. Et justement, c'est grâce à cette simplicité qu'il est devenu, omniprésent. On le retrouve dans les sites web, les documents, les notes, les livres, les présentations, même dans les emails, dans les messageries d'équipe comme Slack ou Discord, et oui, même dans les prompts qu'on donne aux intelligences artificielles. Bref, le Markdown, il est vraiment partout, souvent sans qu'on le sache. Mais pour vraiment comprendre d'où vient le Markdown, il faut faire un petit retour en arrière. On est au début des années 2000, c'est l'âge d'or des blogs, une période pleine d'énergie créative. Mais les outils, ils étaient, disons, un peu compliqués. Le problème de fond, il était assez simple. Pour écrire sur le web, pas le choix, il fallait écrire en HTML. Ça veut dire que les auteurs devaient se battre avec un langage qui est fait pour publier des pages, pas pour écrire du texte. Résultat, c'était lent, plein d'erreurs potentielles et surtout, ça cassait complètement le rythme, le flux de la création. Et là, on voit parfaitement le problème. D'un côté, la complexité d'un simple lien en HTML, de l'autre, ce dont rêvaient les blogueurs de l'époque, une façon d'écrire qui soit aussi naturelle qu'un simple email en texte brut. Vous savez, quand on met des astérisques pour le gras ou des petits tirets pour faire une liste. Tout simple. Et c'est là qu'entre en scène John Gruber, le créateur du très connu blog Daring Fireball. Lui, il en avait marre de ces outils compliqués. Alors, il a décidé de s'attaquer au problème lui-même. Et son idée, elle était radicalement simple. Et sa philosophie, on la retrouve dans cette citation. L'idée centrale, c'est la lisibilité, avant tout le reste. Un document écrit en Markdown, on doit pouvoir le lire tel quel, comme un simple texte, sans avoir l'impression de lire du code, sans être noyé sous des balises ou des instructions de formatage. En clair, il a été pensé d'abord pour les humains et seulement après pour les machines. Et là, c'est le moment « Ah !» On voit la différence. Le lien en HTML et juste à côté, sa version en Markdown. C'est tellement plus intuitif, plus propre, plus lisible, non ? Et le point clé, le vrai coup de génie, c'est que la syntaxe ne sort de nulle part. Elle imite ce que les gens faisaient déjà tout naturellement dans leurs emails. La question, c'est comment est-ce qu'un petit outil, pensé au départ pour les blogueurs, a pu finir par conquérir le monde et devenir un standard mondial ? On peut voir les grandes étapes de son adoption ici. Le vrai tournant, le moment décisif, ça a été quand GitHub, la plus grande plateforme de partage de code au monde, a décidé de l'utiliser pour ses fameux fichiers README. Et là, d'un coup, des millions de développeurs se sont mis à l'utiliser tous les jours. Après ça, il y a eu la montée en puissance des générateurs de sites statiques, qui l'ont rendu quasi indispensable, et ça nous amène jusqu'à aujourd'hui, où on le trouve dans nos applis de notes et même quand on parle à une IA. Le résultat de tout ça, c'est assez vertigineux. On estime qu'il y a aujourd'hui des milliards de fichiers Markdown. Oui, des milliards. Sur les serveurs, dans le cloud, sur nos ordinateurs. Son influence est tout simplement planétaire. Forcément, avec une adoption aussi massive, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Le Markdown de base, l'original, était très très simple. Et les différentes plateformes comme GitHub avaient besoin de plus de fonctionnalités. C'est ce qui a donné naissance à différentes variations, à des dialectes. On voit bien ici comment ces fameuses sévères, on dit flavors en anglais, ont enrichi le Markdown. Par exemple, le GitHub Flavored Markdown a ajouté des trucs super utiles, comme les tableaux ou les listes de tâches. Des choses qui n'existaient pas dans la version originale. Une autre version, multi-Markdown, est même allée plus loin en ajoutant des notes de bas de page. En fait, la meilleure analogie, c'est de voir le Markdown comme une seule et même langue, mais avec différents dialectes régionaux. Le fond, la base du langage reste identique, mais chaque dialecte a ses petites expressions, ses particularités. Mais en fin de compte, l'héritage du Markdown, c'est bien plus qu'un simple format de fichier. C'est presque une philosophie sur la manière dont Internet peut être construit. Cette citation d'Anil Dash le résume à la perfection. Le Markdown, c'est la preuve vivante du pouvoir de la création ouverte, libre, collaborative. Pensez-y, il n'a pas été inventé par un géant de la tech dans une salle de réunion à plusieurs millions de dollars, non. Il a été créé par une seule personne
qui avait un problème et qui a partagé sa solution avec le monde entier, gratuitement. Alors, au final, pourquoi est-ce que ça a marché? Pourquoi le Markdown a-t-elle gagné? Eh bien, les raisons sont là. D'abord, il a résolu un vrai problème, un problème que beaucoup de gens avaient. Ensuite, il s'est basé sur des habitudes qui existaient déjà, comme dans les emails. Il était gratuit, sans brevet, et puis il était tellement simple à apprendre, n'importe qui pouvait comprendre en quelques minutes. Et enfin, il était assez ouvert pour que d'autres puissent l'adapter et l'améliorer. C'est un peu la recette parfaite pour une conquête silencieuse, mais mondiale. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une dernière question. On vit à une époque dominée par les jardins fermés, les écosystèmes propriétaires, qui nous enferment. Et l'histoire du Markdown, elle vient nous rappeler quelque chose de fondamental. Et si, au fond, les outils les plus puissants n'étaient pas ceux que l'on contrôle, mais plutôt ceux que l'on partage?